Bonjour à tous, vous écoutez Data Crunching, l'émission qui croque et décrypte la data en santé. Ce podcast est produit par MedCheck Studio en partenariat avec Capcode, expert en données de santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'impact de la crise sanitaire et du confinement sur la santé mentale des Français. Pour cela, j'ai à mes côtés le docteur Marie Tournier, psychiatre au centre hospitalier de Perrin et enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, Mélissa Macali, doctorante en épidémiologie, et Nathalie Texier, directrice générale de Capa Santé. Mélissa Macali et Nathalie Texier portent toutes les deux la cohorte Confin, dont nous allons longuement parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Nathalie Texier, je vais démarrer par vous. Lorsque vous avez démarré votre travail sur la santé mentale pendant la crise sanitaire, vous avez fait une revue de la littérature pour comprendre comment cette crise se situe par rapport aux autres. Est-ce que vous pouvez partager en quelques mots ce que vous avez appris ? Alors effectivement, nous avons de suite, avec la période de pandémie et surtout la période de confinement, pensé à orienter notre cohorte sur la santé mentale des participants. Et nous avons pour cela regardé la littérature. Et nous avons puisé nos connaissances et nos retours d'expérience notamment dans la crise de l'épidémie de SRAS de 2003, où il y a plusieurs études, peu en Europe, mais plusieurs études néanmoins, ont montré l'impact de la crise et de l'épidémie sur la santé mentale des patients, avec plus de dépression, plus d'anxiété, plus de symptômes psychotiques et tendances suicidaires. Plusieurs études l'ont montré, et ceci a été d'autant plus exacerbé par les quarantaines, par les mises en quarantaine, les mises en confinement des populations. Nous avons donc orienté notre corps pour pouvoir mesurer ces points auprès de la population générale d'une part, et puis il nous a semblé intéressant également de les regarder sur des populations plus spécifiques qui peut-être auraient une approche différente, notamment du confinement, en particulier la population des étudiants et enfin la population des soignants. D'accord. Donc justement, si on s'attarde quelques minutes sur la cohorte Confin, Mélissa Macali, vous coportez cette cohorte. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer en quoi elle consiste de manière plus détaillée et comment elle a été montée ? Alors la cohorte Confin, c'est une étude épidémiologique en ligne qui a été lancée en avril dernier pendant le confinement en France, à l'initiative de Capa Santé, Capcode et une équipe de chercheurs du centre INSERM de Bordeaux, le Bordeaux Population Health. Et c'est donc vraiment un projet de recherche collaboratif qui avait pour objectif de mieux comprendre l'impact de l'épidémie du coronavirus et du confinement sur le bien-être, sur la santé mentale, mais aussi de connaître les opinions et les craintes de la population, notamment sur les traitements, sur la vaccination face à cette épidémie. Donc c'est vraiment une cohorte qui repose sur une équipe pluridisciplinaire qui associe donc des chercheurs, des médecins épidémiaux, mais aussi des spécialistes de l'innovation en santé. Et c'est ce qui nous a permis, ce partenariat, de mettre en place cette cohorte très rapidement, puisque pour nous c'était important de la mettre en place au plus tôt dans la période du confinement pour mesurer tous les paramètres qui nous intéressaient. Et donc c'était une cohorte basée sur un recrutement via les réseaux sociaux. Les participants sont donc des volontaires qui doivent répondre d'abord à un questionnaire initial d'environ une vingtaine de minutes qui porte sur leur sommeil, leur qualité de vie, le stress, leur consommation, et puis des indicateurs de souffrance psychique tels que la dépression, l'anxiété, les idées suicidaires. Et une fois qu'ils ont rempli ce questionnaire initial, ils sont invités à poursuivre en remplissant des questionnaires dits de suivi. Et aujourd'hui, vous avez combien de participants ? Alors à ce jour, la cohorte compte plus de 3000 participants, ce qui est un très bon chiffre pour mener nos activités de recherche. Donc j'en profite pour remercier bien sûr tous les participants qui se sont portés volontaires. Et est-ce que vous avez des premiers peut-être résultats à nous communiquer, des chiffres qui peuvent être déjà présentés ? Oui, alors je ne veux pas vous donner trop de chiffres, hein. C'est des résultats qui sont encore préliminaires, mais ce qu'on a retrouvé d'abord, c'est des niveaux d'inquiétude très élevés pendant le confinement,
notamment sur la situation financière. Il y avait une personne sur 5 qui déclarait être très inquiet à propos de sa situation financière et à propos aussi du manque de soutien moral, du manque de soutien affectif. Donc on voit que beaucoup de personnes se trouvaient probablement en situation d'isolement durant cette période de confinement. D'autres chiffres qui peuvent être intéressants, qui sont un peu plus inquiétants, c'est que 13% de notre échantillon ont déclaré une augmentation d'un climat de dispute et de violence au sein de leur foyer. Et enfin, un dernier chiffre que je voulais partager avec vous, qui nous semblait aussi important, c'est que 10% d'échantillons confins ont déclaré des idées suicidaires pendant le confinement, dont 2% de façon très fréquente. C'est des chiffres qui sont assez impressionnants parce qu'on a eu écho de tous ces phénomènes, notamment au travers des médias, mais de pouvoir mettre des chiffres dessus et de se rendre compte de l'ampleur de ces phénomènes, c'est assez impressionnant. Nathalie Taxier, vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu un focus particulier sur les étudiants. Est-ce que cette population a été touchée de manière égale que les autres ou est-ce que les chiffres étaient un petit peu différents ? Non, effectivement, on note des différences pour la population étudiante. Alors, un certain nombre de points, et c'est en ça qu'on pense que la cohorte est bien construite. Les populations se ressemblent, mais avec des spécificités propres aux étudiants, notamment sur les niveaux d'anxiété, les idées suicidaires et les sensations d'isolement, justement. On sait que les étudiants n'étaient pas tous rentrer à leur domicile, n'avaient pas tous cette capacité et très souvent ont vécu dans des endroits confinés très petits, ce qui n'est pas forcément facile, ce n'est pas facile à vivre, avec peu de contacts et beaucoup de travail, beaucoup d'inquiétudes sur les perspectives à venir. Donc et peu de personnes avec qui les partager. Donc c'est beaucoup de choses qui étaient spécifiques à leur communauté et qu'on voit bien dans l'étude confin. Alors, c'est une question par pure curiosité. Est-ce que de manière générale, cette population plus jeune que représentent les étudiants, c'est une population qui est plus facilement atteinte par ces problèmes, qui est peut-être aussi plus fragile, ou est-ce que ça a été vraiment spécifique à cette période de confinement ? Alors oui, c'est une population plus vulnérable d'abord de par leur âge, parce que c'est vraiment entre 18 et 25 ans que les principaux troubles psychiatriques peuvent se développer. C'est aussi parce que la vie universitaire, c'est vraiment empreint de changements, de perte de repères, davantage d'autonomie par rapport à ses parents, et donc les étudiants doivent s'adapter à tout ce nouvel environnement universitaire, avec bien sûr la pression de la réussite académique, le stress, les examens. Donc tout ça, on pense que ça a été probablement majoré durant la période de confinement, puisque là, ils avaient des incertitudes supplémentaires sur le report des examens, des soutenances, sur les nouveaux formats de cours qui se faisaient à distance. Et il ne faut pas oublier aussi que certains d'entre eux connaissent vraiment des situations de précarité, voire de grande précarité, comme l'a dit Nathalie. Certains ont perdu leur job étudiant qui leur assurait des revenus durant cette période de confinement, et d'autres vivaient de façon assez isolée dans des résidences universitaires. Donc c'est vrai que tous ces éléments en font une population particulièrement vulnérable. Alors, si on s'intéresse à la pratique, Marie Tournier, je le rappelle, vous êtes psychiatre. Dans votre pratique quotidienne, vous avez été en première ligne. Qu'est-ce que vous avez constaté comme différence par rapport à d'habitude ? Alors, effectivement, la psychiatrie a fait face à la crise sanitaire comme les autres spécialités médicales. Tout d'abord, on a connu des grandes modifications organisationnelles, on va dire, puisqu'on a dû fermer la plupart des centres de consultation, réduire nos capacités d'hospitalisation, créer des unités particulières qui étaient dédiées pour les patients qui pouvaient être atteints de la Covid-19. Et donc l'offre de soins a été vraiment modifiée pendant cette crise sanitaire. Alors en compensation, on a beaucoup développé la téléconsultation, on a augmenté tous les systèmes de suivi ambulatoire de type visite à domicile, puisque nos patients étaient confinés chez eux, donc on allait les voir chez eux.
Et on a aussi augmenté toutes les capacités d'hospitalisation à domicile. Donc il y a eu un changement organisationnel de la psychiatrie en France à peu près généralisé. Je crois que tout s'est organisé très vite dès la première semaine de confinement. Alors ces modifications ont dû perturber évidemment l'accès aux soins de nos patients. Et nos patients eux-mêmes, comme toute la population générale, ce que vous ont dit Mélissa et Nathalie, comme toute la population, nos patients ont vécu un stress qui était particulièrement important, très inattendu, jamais vu, et ils ont dû faire face à cette sensation de danger que tout le monde connaissait, cette peur d'être atteint de la maladie ou que leurs proches soient atteints de leur maladie. Ils étaient aussi très soumis à l'incertitude du contexte qui est très très génératrice d'anxiété. C'est un des principaux facteurs d'anxiété dans cette crise, c'était l'incertitude sur le niveau de l'épidémie, sur le nombre de personnes qui allaient être atteintes, sur la gravité de la maladie et aussi sur le confinement, sa durée, ses conditions, etc. Et puis après... évidemment, il y avait toutes les conséquences du confinement à gérer qui étaient particulièrement difficiles à vivre probablement pour nos patients parce que ce sont des personnes qui sont plus isolées que la population générale, même si évidemment d'autres personnes de la population générale pouvaient être isolées comme les étudiants qui vivaient loin de leur famille, mais c'est aussi le cas des patients qui présentent des troubles psychiatriques. Et puis, tout ce qui était particulièrement vulnérabilisant, c'était la perte des rythmes sociaux, les possibilités qu'il y avait que les gens perdent leur rythme circadien, en fait, que tout se décale, que les heures de lever, de coucher, les heures de repas soient perturbées. Et ce qui est un facteur qui augmente particulièrement le risque de rechute des troubles psychiatriques. Voilà, donc on a dû beaucoup soutenir nos patients dans cette période. Voilà, donc ne pas les lâcher, identifier ceux qui décrochaient et avec lesquels on perdait le contact. Et donc pour ça, on a eu recours beaucoup à la télémédecine en fait. On a beaucoup augmenté nos consultations par téléphone, par visioconférence, ce qui a permis d'avoir un rythme assez soutenu des prises en charge quand même, et on s'est bien rendu compte que c'était nécessaire pour ces patients qu'on connaissait. Et puis, ce dont on se rend compte maintenant, et qui s'est amorcé pendant le confinement, mais qui se confirme encore aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux patients. J'étais de garde par exemple dimanche dernier et l'équipe des urgences m'a confirmé qu'en ce moment ils reçoivent une proportion particulièrement élevée de patients qui arrivent dans des états graves et pour lesquels c'est le premier contact avec la psychiatrie. Voilà. Donc ça c'est assez inhabituel. Voilà. Pour nos patients qu'on connaissait déjà et aussi pour la population générale qui finalement dans ce contexte de stress important peut présenter des troubles psychiatriques nouveaux. Et quand vous dites dans des états graves et vous parlez de troubles psychiatriques, est-ce qu'il y a une catégorie de troubles qu'on retrouve plus souvent à l'issue du confinement ou est-ce que c'est assez varié ? Ce qui est frappant en ce moment, mais il faudrait faire des études épidémiologiques pour le confirmer, et on aura sûrement des résultats avec Confin, c'est le nombre de crises suicidaires. C'est-à-dire qu'on a des patients qui arrivent avec ce qu'on appelle des troubles de l'adaptation, c'est-à-dire qu'ils ne gèrent plus, ils n'ont plus les ressources émotionnelles pour gérer les facteurs de stress, et donc ils développent des symptômes de dépression, d'anxiété, et avec des gestes suicidaires parfois très graves. Parce que là, moi je parle de ceux qui arrivent à l'hôpital, donc souvent c'est après le geste, ou quelquefois c'est d'ailleurs parce qu'ils ont des idées suicidaires qui les mettent en danger. Mais ça, en ce moment, c'est particulièrement frappant. Il faudra voir si l'épidémiologie confirme que c'est une tendance significative et que ce n'est pas seulement des situations qui nous frappent en ce moment, en fait. Et justement, c'est des choses que vous allez regarder dans l'étude Confin, le type de troubles qui se sont déclenchés pendant le confinement ? Alors, oui,
Entre autres, on va regarder les comportements suicidaires, en particulier la fréquence, la sévérité des idées suicidaires, les troubles anxieux, la dépression, et également on va s'intéresser au syndrome de stress post-traumatique. Je vais continuer avec vous, Marie Tournier, parce que la crise sanitaire, elle a eu un impact sur la population générale et on en parle depuis le début, mais elle a aussi affecté les professionnels de santé. On en a également entendu parler. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait et comment est-ce qu'on prend en charge les professionnels de santé ? Oui, alors c'est un constat qui a été fait de manière assez généralisée en France, surtout dans les régions dans lesquelles l'épidémie a été particulièrement sévère. C'est-à-dire que ce que nous dit la littérature des épidémies passées, c'est que pendant les périodes d'épidémie, en population générale, il y a beaucoup d'anxiété et il y a beaucoup de symptômes dépressifs qui se développent. Là, je crois que les médias ont dit qu'il y avait à peu près 30% de la population générale qui se déclarait en état de détresse psychologique. Mais ce qu'on va avoir de particulier chez les soignants, c'est ce qu'on appelle des réactions de stress, soit des réactions de stress aiguës, soit même de manière un peu différée, mais plus prolongée, des troubles de stress post-traumatique. Ça va être assez particulier au personnel soignant qui a été en contact direct avec les personnes malades, qui a pu se sentir débordé dans les soins, qui a pu les voir mourir aussi. Et puis il y a une deuxième particularité pour les personnels soignants, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'épuisement des personnels soignants, justement, le SEPS, qui correspond à un épuisement des ressources émotionnelles. Et ça correspond au burn-out de la population générale, mais il est assez particulier chez les personnels soignants parce qu'il va se traduire par une espèce de perte des capacités d'empathie et puis également une perte des ressources émotionnelles pour gérer ses propres émotions et donc une particulière vulnérabilité pour des symptômes psychiatriques à ce moment-là. Alors, le syndrome de stress post-traumatique ne va pas être réservé au personnel soignant. C'est aussi ce qu'on a pu observer dans les précédentes épidémies, chez les sujets contacts, chez des personnes qui ont été malades et qui sont passées parfois près de la mort. Et c'est aussi ce qu'on va craindre chez les personnes qui sont endeuillées, chez les personnes qui ont perdu un proche au cours de l'épidémie. Ce qui est particulier, c'est que le personnel soignant, il est nombreux. Il y a beaucoup de soignants qui se sont occupés de ces patients sans relâche, parfois dans des effectifs très réduits parce qu'ils avaient des collègues malades qui ne pouvaient pas venir travailler, parfois eux-mêmes étaient malades et venaient travailler. Et donc on voit bien que ces personnes ont dû s'épuiser et perdre aussi leur capacité de gestion du stress de manière tout à fait compréhensible dans ce moment-là. Oui, Mélissa Macali, vous voulez rebondir ? Oui, je voulais rajouter que c'est pour cela que dans la cohorte Confin, nous avons proposé un questionnaire complémentaire spécifique à la population des professionnels de santé, mais aussi aux étudiants en santé, internes, étudiants infirmiers, etc., pour analyser vraiment les conditions de cette mobilisation pendant l'épidémie et de mesurer l'impact de cette mobilisation sur leur santé psychique. Est-ce que vous avez pour l'instant des informations plus... Non, pas encore. Les questionnaires ont été proposés il y a très peu de temps. On n'a pas encore de résultats à partager. Est-ce que dans la pratique, par contre, vous avez vu des populations plus jeunes être touchées par ce type de troubles quand on parle des professionnels de santé, ou est-ce que c'était assez généralisé, Marie Tournier ? J'ai l'impression que c'était assez généralisé, mais je pense que Confin va nous apporter beaucoup de données là-dessus, parce que, par exemple, dans les hôpitaux parisiens, les étudiants en médecine ont été mobilisés dans les unités Covid pour brancarder, pour donner des soins infirmiers. Et alors, ils ont été un petit peu catapultés dans des soins aigus, alors qu'ils n'étaient pas forcément préparés à ça. Alors je sais qu'ils l'ont fait de manière volontaire, avec beaucoup de dévouement et probablement d'énergie. Mais je pense qu'il va falloir quand même les suivre et mesurer l'impact que ça a pu avoir chez eux. Alors justement, si on parle des prochaines étapes,
Mélissa Macali ou Nathalie Texier, quelle suite est-ce que vous donnez aujourd'hui à l'étude Confin? Si j'ai bien compris, ça va continuer. Et peut-être sous quelle forme ça va continuer, Nathalie Texier? Alors effectivement, on a lancé cette étude très rapidement pour mesurer les impacts du confinement et puis on s'est vite rendu compte que l'intérêt c'était d'aller plus loin et on a prolongé cette étude pour du moyen terme pour voir effectivement comment la population gère la période post-confinement et finalement toute la période pandémique puisque l'inquiétude elle reste. On a encore un virus qui circule et on va poursuivre le suivi des patients avec des questionnaires réguliers pour mesurer leur état psychique au fur et à mesure de ces mois qui passent. Vraisemblablement jusqu'à l'année prochaine. On aimerait bien aller, si la recherche le permet, jusqu'à une visibilité sur une mise à disposition d'une vaccination. On verra un petit peu si tout converge, puisque c'est aussi les objectifs qu'on souhaite atteindre. Et puis peut-être que Mélissa pourra en toucher quelques mots pour faciliter le recueil, puisqu'aujourd'hui on n'est plus forcément que à domicile. On envisage de passer notre questionnaire, qui était accessible principalement par le web, sur une application qui permettra aux populations plus facilement de poursuivent leur participation à Confin. Alors justement, Mélissa Macali, 2 mots sur l'application. Oui, alors l'application smartphone, elle a l'objectif qu'a décrit Nathalie, c'est d'apporter, c'est vrai, plus de confort aux participants, mais ça peut également servir à nos objectifs de recherche, ça peut nous permettre vraiment d'approfondir certaines thématiques, car on pourra mettre également à disposition de nouveaux questionnaires, notamment des questionnaires dits d'expérience sampling méthode, qui permettent de recueillir des données répétées sur les émotions, sur les indicateurs de santé psychique, sur plusieurs jours consécutifs, en vie réelle. Donc ça, c'est vraiment une richesse de données sur des facteurs de risque de souffrance psychique de court terme dans le quotidien du participant. Et par ailleurs, l'application, ça peut également permettre aux participants de bénéficier d'informations en lien avec sa santé mentale, par exemple de lui restituer les résultats de son état psychique. Il peut avoir accès à un tableau de bord de son état psychique et il peut également avoir des informations sur tous les dispositifs de soutien, notamment les numéros verts d'écoute, s'il en ressent le besoin. Donc voilà, beaucoup de fonctionnalités que peut apporter cette application. Et je vais finir sur peut-être une mauvaise nouvelle qu'on commence un petit peu à entendre en ce moment, c'est l'annonce d'une potentielle nouvelle vague. Et je voulais finir avec vous, Marie Tournier, en tant que professionnelle de santé, s'il y a des enseignements à retenir du premier pic épidémique qui pourrait servir en cas de deuxième vague, quels seraient ces enseignements? Alors moi, je vais parler de la santé mentale, forcément. D'abord, ce premier pic épidémique, il a été quand même particulièrement fructueux en termes de production de documents par les psychiatres français. Alors, les psychiatres partout dans le monde, on a vu vraiment les gens très investis dans les conseils, la prévention qu'ils pouvaient fournir. Et donc, de nombreux documents ont été produits, qui ont été soit écrits en français, soit traduits en français, qui contiennent beaucoup de messages de prévention sur la gestion de l'anxiété, la gestion du stress, la gestion du confinement aussi. Et ça, je pense qu'il faudra mieux communiquer sur ces documents. Maintenant, ils sont là. Et il faudra les faire connaître et vraiment... ils seront très utiles pour la population générale, pour les gens plus fragiles également, mais pas seulement. Et puis, il y a un deuxième volet qui est la réorganisation dont j'ai parlé du système de soins en psychiatrie et qui a quand même mis en exergue l'efficacité et l'intérêt de la téléconsultation en médecine. On s'est vraiment rendu compte que c'était précieux pour nos patients, même si on peut peut-être attendre une qualité de soins un peu moins bonne, mais vraiment ça a fait l'affaire. Et je pense que ce sera vraiment important de ne pas lâcher nos patients, de continuer à les suivre et de faciliter la continuité des soins par les moyens de télémédecine qui ne demandent qu'à être développés en ce moment. Je crois qu'on va essayer de rebondir là-dessus et de rebondir sur la crise pour essayer de développer et d'améliorer ces moyens de soins qui permettent d'intensifier un peu le suivi finalement.
Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous dites sur la télémédecine. Est-ce que vous continuez à l'utiliser au même rythme que pendant le confinement? Est-ce qu'il y a une baisse des consultations? Comment les choses évoluent? Alors en ce moment, je l'utilise encore. Alors d'abord parce qu'elle est toujours reconnue comme un moyen de soin, je crois jusqu'à la fin de l'année pour l'instant, et il y a beaucoup d'études sur la pérennité de ce moyen de soin. Je l'utilise moins. C'est-à-dire que pendant la crise, vraiment, on n'avait pas le droit de recevoir des patients en réalité à l'hôpital, donc c'était généralisé. Mais actuellement encore, je continue à l'utiliser pour mes patients qui sont éloignés géographiquement. Mais également pour mes patients qui ont peur de venir à l'hôpital et qui ont peur de se déplacer. Il y a encore beaucoup de personnes, et peut-être à juste titre, qui ont peur de la contagion et qui préfèrent éviter les moyens de transport en commun, les salles d'attente. Et donc, pour ces patients-là, je continue à l'utiliser, oui. Mélissa ou Nathalie, vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ou on s'arrête là? Bon, écoutez, la cohorte Confin continuera également sur ces prochains mois à suivre les patients. Alors, fixer des rendez-vous réguliers. Je crois que les patients ont rempli le questionnaire avec beaucoup d'intérêt. Ils avaient beaucoup de choses à nous transmettre et c'était des rendez-vous presque attendus. Donc on est content que ça leur ait permis de s'exprimer et c'est très riche en termes de données à exploiter au jour d'aujourd'hui. Non, rien de plus que nos participants continuent de participer, qu'ils restent fidèles et qu'on puisse vraiment partager avec eux tous les résultats de la cohorte. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ce podcast, je vous le rappelle, a été proposé par MedCheck Studio et Capcode et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.